Eh bien, bienvenue au musée Carnavalet pour l'exposition La Régence à Paris, l'Aube des Lumières. Je m'appelle José de Loslianos, je suis conservateur au musée Carnavalet, commissaire de l'exposition, et avec mon collègue Ulysse Jarda, qui est conservateur pour le département des arts décoratifs, nous vous invitons à une visite guidée de l'exposition. Le projet d'exposition tient à deux raisons. La première, chronologique simplement, nous commémorons cette année le tricentenaire de la fin de la Régence, de la mort du Régent en 1723. En fait, c'est un projet auquel nous avons réfléchi depuis 8 ans à peu près, depuis que nous est apparue la nécessité d'organiser une exposition dédiée à cette période qui commence en 1715, qui se termine en 1723, entre le règne de Louis XIV et le règne de Louis XV. Une période de 7 ans entre deux règnes qui l'un dure 72 ans et l'autre va durer 60 ans. Une période très étrange qu'on appelle période de transition. C'est ce qu'elle est par définition, puisque c'est effectivement une période qui a sa fin. Le régent Philippe d'Orléans sait déjà en 1715 quand se terminera son gouvernement. En 1715, Louis XIV meurt le 1er septembre, donc après ce très long règne de 72 ans. Son fils, son petit-fils et même l'aîné de ses arrière-petits-fils sont morts avant lui. Une épidémie de vérole a sévi entre 1711 et 1715 qui véritablement a décimé la famille royale. Seul reste cet enfant de 5 ans, le petit Louis XV, qui est appelé à devenir roi. Mais entre-temps, il est mineur. Pendant cette période de minorité, qui va durer jusqu'à ses 13 ans, il faut donc nommer un régent. Ce régent, c'est le propre neveu de Louis XIV, Philippe d'Orléans, qui est nommé, qui reçoit donc la régence dès la mort de son oncle. L'exposition est tout à fait innovante. C'est la première exposition qui a lieu sur la période de la Régence. On connaît ou on croit connaître la période du règne de Louis XIV, même si, par définition, comme cette période dure 72 ans, elle est extrêmement complexe et très diversifiée. On croit connaître, surtout depuis l'exposition Louis XV qui a eu lieu à Versailles il y a un an, la période du règne de Louis XV, la personnalité du roi. La Régence, cette période est très, très méconnue. D'abord, c'est le retour du roi, du pouvoir et du gouvernement à Paris. C'est une chose qu'on ignore parfois. Louis XIV avait décidé que l'on s'installerait, que la cour irait s'installer à Versailles. Louis XV décide, d'ailleurs à la fin de la Régence, de revenir lui-même à Versailles. Pendant la Régence, tout se passe à Paris à nouveau. Entre 1715 et 1722, exactement, juin 1722, toute la cour, le roi, l'activité politique se retrouve à Paris et retrouve à cette occasion une activité culturelle qui était propre à la capitale. Comme le dit un historien, c'est en quelque sorte la cohabitation retrouvée entre le pouvoir culturel et le pouvoir politique. Alors ici, nous sommes dans la première section d'exposition qui évoque donc les tout premiers temps de cette période qu'est la Régence. Lorsque Louis XIV meurt le 1er septembre 1715, le régent obtient le pouvoir par le testament. Mais son pouvoir n'est pas totalement assuré. Il a en effet un ennemi au sein même de la famille royale, le duc du Maine. Le duc du Maine qui a été favorisé aussi par Louis XIV dans son testament. Pour obtenir une régence pleine et entière, comme il le désire, c'est-à-dire pour obtenir une liberté de manœuvre, le régent, Philippe d'Orléans, va être obligé de négocier avec le Parlement de Paris, qui va lui permettre de casser en partie le testament de Louis XIV, afin qu'il obtienne lui-même les pouvoirs absolus. Cette liberté de manœuvre qu'il obtient en ayant le pouvoir absolu de la part du Parlement de Paris a une contrepartie. En échange, en quelque sorte, de ses bons services, Philippe d'Orléans rend au Parlement un pouvoir qui était très important dans l'Ancien Régime, qu'on appelle le droit de remontrance. Le droit de remontrance, c'est la possibilité pour le Parlement de contester les décisions du roi, les édits, les ordonnances prises par le roi ou par le régent dans la période qui nous intéresse. Ça va occasionner, pendant toute la première partie de la Régence, une période, une certaine incertitude politique, où le régent en permanence aura peur, en quelque sorte, ou manœuvrera, disons, en essayant de favoriser l'indépendance du Parlement de Paris. Cette période relativement timide, où il ne se montrera pas très autoritaire,
on l'appelle régence libérale. En même temps, on peut dire que c'est dans le tempérament du régent de ne pas être une personnalité trop autoritaire. Pour autant, à partir de 1718, le régent devra reprendre en partie les pouvoirs qu'il avait laissés au Parlement de Paris, et on basculera à ce moment-là dans ce qu'on appelle la régence autoritaire. L'exposition sur la régence s'intéresse à plusieurs acteurs majeurs. Le régent est sans doute l'acteur politique de premier plan. Le petit Louis XV, comme on l'a vu, est un enfant à ce moment-là. Ici, vous avez un portrait par Augustin Oudard-Justinat, réalisé en 1717, qui montre l'enfant véritablement peu de temps après son accession au titre de roi. Il n'est pas encore sacré, donc il est daté de 1717. On retrouve l'enfant aux joues pleines, aux yeux très sombres, noirs, intelligent, mais un peu inquisiteur. L'enfant qui sera souvent décrit à cette époque-là par les contemporains comme un enfant un peu capricieux et un peu timide. Il est ici revêtu d'un costume de cour, très richement brodé, orné de pierres précieuses, et il tient aussi un tricorne, chapeau qui est à la mode. Lorsque Louis XV rentre à Paris, un des enjeux politiques auxquels le régent s'intéresse, Philippe d'Orléans s'intéresse, c'est de réconcilier le peuple parisien avec le roi. Et donc cet enfant que l'on dit charmant va souvent être promené à travers les rues de Paris, en quelque sorte en usant de son charme pour conquérir le cœur des Parisiens. Philippe d'Orléans a eu un rôle important dans l'éducation du jeune roi, qui, entre ses 5 ans et ses 7 ans, est encore confié principalement à sa gouvernante, Madame de Ventadour. Au demeurant, notamment dans la transmission d'un goût nouveau, qui est aussi celui du siècle des Lumières, pour les sciences, pour la géographie, Philippe d'Orléans aura un rôle direct, puisqu'il avait déjà auprès de lui un géographe, depuis qu'il était duc de Chartres, donc avant même la mort de son propre père. Et on peut voir ici ce globe réalisé donc par ce géographe qui s'appelait Guillaume de Lille, pour lequel Philippe d'Orléans va créer auprès de Louis XV le titre de géographe du roi. Et c'est ainsi que la connaissance précise de la géographie sera transmise notamment par une volonté personnelle de Philippe d'Orléans. On sait par exemple que lors de la visite de Pierre le Grand en 1717, le jeune roi lui offrira une carte qu'il a lui-même composée, en tout cas sur laquelle il a eu lui-même une influence, un apprentissage, dû probablement au fait qu'au Palais des Tuileries, on avait installé spécialement pour Louis XV une presse avec laquelle il réalise ses propres ouvrages, notamment ce livre, Le cours des principaux fleuves et rivières de l'Europe, qui est signé donc par le jeune roi. D'autres objets présentés dans cette vitrine continue d'évoquer cette transmission d'un goût pour les sciences de la part du régent envers le jeune roi. Par exemple, cet objet assez curieux qui est un aimant naturel, une pierre qu'on en a trouvée en Suède et qui était présente dans un cabinet de curiosités, celui de Pajot d'Ensombrey, sans doute le plus célèbre cabinet de curiosités à l'époque à Paris, qui se trouvait dans une maison située dans le village de Bercy. Pajot d'Ensombrey a une collection qui fourmille de trésors naturels, par plusieurs milliers, conservés dans différents meubles, dont certains s'appellent d'ailleurs déjà des coquilliers. Et on a retrouvé dans les collections actuellement de l'école polytechnique cet objet avec une monture qui date de 1722, qui est donc le seul objet précisément datable de la Régence ayant appartenu à ce célèbre cabinet de curiosités que plusieurs sources évoquent assez précisément à l'époque. On sait que le tsar Pierre le Grand a également été visiter cette collection, ou encore l'ambassadeur turc Mehmet Efendi en 1721, auquel on a justement présenté différents aimants, et très probablement celui-ci. Un dernier objet présent dans cette vitrine est particulièrement significatif, puisqu'il a servi uniquement à l'éducation de Louis XV au XVIIIe siècle. C'est le recueil Roger de Gagnière que l'on présente ici sous sa forme originale. En tout cas, c'est l'un des volumes que nous a prêté généreusement la Bibliothèque nationale de France. Il avait alors été tout juste légué à la Bibliothèque royale suite à la mort de Roger de Gagnière en 1715. Et ce recueil présente un inventaire des richesses de la France avec de nombreux dessins de monuments qui d'ailleurs aujourd'hui, suite notamment aux troubles révolutionnaires, ont été modifiés, voire détruits.
Et l'on sait que le jeune Louis XV, qui donc a accès directement à Paris à la Bibliothèque royale, a pu apprendre avec ce recueil, comme nous l'explique Pascal Mormiche, spécialiste de l'éducation des princes au XVIIIe siècle. Parmi les nombreux trésors qu'il renferme, nous avons choisi la page qui présente le tombeau du maréchal de Turenne. Le maréchal de Turenne étant réputé à l'époque comme le plus grand, le plus talentueux des chefs de guerre du temps de Louis XIV. On donnait ainsi au jeune Louis XV des exemples différents, pas uniquement d'ailleurs de victoires, mais aussi de différentes épreuves qu'avaient pu devoir surmonter ses prédécesseurs rois de France, pour lui prodiguer une éducation la plus précise, la plus fine, qui lui permette ensuite d'exercer lui-même un jugement critique et d'être à même de pouvoir prendre les meilleures décisions lorsqu'il accéderait pleinement à sa majorité au trône. Le propre de l'exposition, qui s'intéresse à un sujet historique, c'est aussi de pouvoir illustrer les divers événements et montrer aussi des portraits qui attestent la qualité aussi de la scène picturale à cette époque-là. On est dans une période de transition entre les peintres notamment qui ont travaillé à l'époque de Louis XIV et puis toute une génération de nouveaux artistes qui va émerger. Jean-Baptiste Santerre fait partie de l'ancien monde en quelque sorte, de l'ancienne cour. Ce sont des expressions qu'on emploie beaucoup pour les régences, divisant la période ancienne, la période de règne de Louis XIV, comme appartenant à un ancien monde qui va être renouvelé par un nouveau monde. Ces expressions ont des limites, bien sûr, puisque le régent lui-même appartient en partie à l'ancien monde. Et son portraitiste favori, Jean-Baptiste Santerre, dont vous voyez derrière moi ce portrait, qui est le portrait officiel du régent, donc réalisé juste après sa prise de pouvoir. Jean-Baptiste Santerre appartient ô combien à l'ancien monde, puisqu'il mourra en plus l'année suivante. Il n'en demeure pas moins que c'est le portrait le plus important de la période qui montre le régent au gouvernail de la France. Il tient à sa main le gouvernail, donc signe du pouvoir. Il touche aussi un globe constellé de fleurs de lys qui symbolise la France. Il est en cuirasse, c'est l'homme de guerre, donc c'est l'homme de pouvoir qui vient d'apparaître sur la scène politique. Le paradoxe dans ce portrait, c'est qu'il est accompagné, Philippe d'Orléans est accompagné de Minerve, déesse de la sagesse, mais que Minerve prend les traits de sa maîtresse du moment, Madame de Parabère. Philippe d'Orléans avait été marié assez jeune, un peu par force, par son oncle, Louis XIV, donc à une des filles légitimées de Madame de Montespan et de Louis XIV. Ce mariage, même s'il a produit une nombreuse descendance, n'a pas été extrêmement heureux. Philippe d'Orléans appelait régulièrement sa femme, gentiment, j'allais dire, Madame Lucifer. Et il a collectionné, en fait, pendant toute sa vie, des maîtresses officielles. Madame de Parabère est, au moment où il prend le pouvoir en 1715, sa maîtresse officielle. Le régent, à ce moment-là, est un homme que la cour connaît bien pour sa liberté de penser, pour sa liberté de conscience. Il est volontiers impie, un peu provocateur. Il s'est attiré souvent les foudres de Louis XIV. C'est aussi un homme extrêmement curieux de tout. Dès qu'il s'intéresse à un sujet, il veut l'expérimenter. Il s'est intéressé à la chimie, donc il s'est fait construire un laboratoire au Palais Royal. On voit dans l'exposition son four d'alchimiste. Il s'est passionné pour la peinture. Il a eu comme maître Antoine Coipel dans sa jeunesse. Et il a continué de peindre pendant ses heures libres. Sa mère le rapporte à plusieurs reprises et de réaliser des séries entières de tableaux dont il est difficile de mesurer la qualité, la plupart ayant été perdus ou se sont égarés dans les collections. Il ne signait pas ces tableaux. Et puis c'est un prince artiste, c'est un musicien. Alors l'exposition met l'accent d'abord sur les œuvres en 2 dimensions ou en 3 dimensions, mais c'est aussi l'occasion d'entendre des extraits de 2 opéras composés par Philippe d'Orléans, Peinté en 1703 et La Jérusalem délivrée en 1704, 2 opéras qu'il a fait jouer devant la cour, devant un public très discret, très limité, qu'il a toujours refusé de faire jouer en public, qu'il a toujours refusé de faire éditer. On est là vraiment dans le domaine secret de cette personnalité très créative, très inventive et très libre, au fond. Ce tableau est intéressant à plus d'un titre.
D'une part, par son format plutôt généreux pour une scène d'intérieur du XVIIIe siècle, et d'une autre, parce qu'il est à la fois connu de nombreux spécialistes, qu'il a été plusieurs fois reproduit dans des ouvrages d'histoire comme d'histoire de l'art, mais qu'il n'a pas fini de révéler ses nombreux secrets. D'une part, on ne connaît pas véritablement son auteur et on ignore même précisément qui sont les personnages représentés. La plupart du temps, on considère que les deux protagonistes principaux sont d'un côté le régent et de l'autre son fils, le duc de Chartres, que le régent est justement en train de désigner d'un geste de la main. D'autres personnages participent en quelque sorte à la représentation de la scène qui sont figurés en bustes sculptés à l'arrière-plan du tableau. On a une généalogie des Bourbons qui se dessine avec ici Henri IV, le premier d'entre eux, suivi par Louis XIII, puis ensuite Louis XIV que l'on reconnaît très précisément, et enfin Louis XV, figuré donc dans un buste en marbre sculpté qui est une reprise directe de son buste sculpté par Antoine Coisevaux qui nous est également prêté dans l'exposition. Dès lors, si on considère qu'on a donc bien représenté au premier plan le régent et son fils avec au second plan les bustes de Louis XIV et de Louis XV, on a un parallèle entre la branche principale et la branche cadette des Bourbons qui se dessine dans un tableau qui serait une sorte de propagande indirecte dynastique pour que la branche des Orléans soit potentiellement prête à succéder donc à la branche principale si jamais, par exemple, survenait le décès prématuré du très jeune Louis XV. Ainsi, le tableau prendrait en quelque sorte le contre-pied d'une autre œuvre que nous venons de présenter, qui est celle du duc et de la duchesse du Maine, Andidon et Aîné, à leur cour. Toutefois, nous avons remarqué en présentant donc ce tableau dans l'exposition Régence qu'ici, sur l'écritoire qui se trouve par-dessus le bureau, nous avions non pas les armes des Orléans, donc de la branche cadette qui présente normalement un lambel par-dessus les 3 fleurs de lys, mais bien les armes qui sont celles de France et donc de la branche principale des Bourbons. Il est ainsi difficile d'établir précisément qu'il s'agit bien du régent dans son intérieur, mais cela pourrait être un autre personnage qui l'a précédé parmi les nombreux enfants et petits-enfants de Louis XIV. Au demeurant, nous avons voulu suivre dans l'exposition l'une des dernières possibilités d'attribution qui a été établie par un spécialiste de l'ornemaniste Jean Bérin, qui considère que ce serait son fils Jean de Bérin qui aurait réalisé ce tableau et qui expliquerait que son style est très particulier puisqu'il est à la fois naïf dans la manière dont le physique des personnages est rendu et en même temps très minutieux dans la manière dont les détails du costume ou encore du décor sont décrits avec une acuité sans pareille. Cela pourrait être une manière de témoigner de la façon dont les arts décoratifs triomphent non seulement pendant la période de la Régence, mais dès le tournant du XVIIIe siècle, avec donc l'influence prépondérante qui était celle des ornemanistes et notamment de Jean Bérin. Le détail principal qui est donc identifié est ainsi ce bureau en marqueterie, un chef-d'œuvre qui n'a peut-être jamais été réalisé par des ébénistes, mais dont justement l'ornemaniste Bérin avait réalisé des gravures qui étaient diffusées dès la fin du XVIIe siècle. Celui dont le nom de famille s'écrit L-A-W, qu'on peut prononcer Las ou bien Lo, est un personnage à la trajectoire personnelle fascinante. Il s'était d'abord présenté auprès de Louis XIV qu'il avait renvoyé, puis avait fait une sorte de premier tour d'Europe pour rencontrer différents monarques, différents souverains et proposer à tous un système économique et financier qui leur aurait permis de retrouver un équilibre, voire de créer une prospérité nouvelle. Aucun n'avait accepté ses services et on cite notamment Amédée de Savoie qui lui avait dit qu'il n'était pas assez riche pour prendre le risque de se ruiner. C'est au demeurant auprès de Philippe d'Orléans régent que dès 1716, John Law obtiendra enfin un succès politique. Non seulement Philippe d'Orléans, qui est à la tête d'un pays ruiné par les guerres de Louis XIV, ne peut plus donc se permettre de faire la guerre puisqu'il n'en a plus les moyens, mais aimerait pouvoir connaître une fin de crise. Après avoir tenté de frapper un nouveau Louis d'Or, dit Louis de Noailles, du nom du duc de Noailles qui était le président du Conseil de finances, le régent accepte les services de John Law face donc à l'échec de cette nouvelle monnaie.
John Law va faire plusieurs choses. Il va tout d'abord créer une banque centrale à l'imitation de celle créée quelques années plus tôt en Angleterre et qui n'existait pas encore en France. Il va aussi créer une compagnie à action simplifiée, l'équivalent de nos entreprises aujourd'hui cotées en bourse, qu'il va appeler la Compagnie du Mississippi, étant donné qu'elle est censée rémunérer ses actionnaires grâce aux profits coloniaux dus à la présence d'or en Louisiane, récente possession coloniale française du Nouveau Monde. Pendant plusieurs années, on va ainsi s'échanger des actions avec un cours qui va être forcé par le gouvernement jusqu'à ce qu'une banqueroute éclate en 1720. En parallèle, on retient d'ailleurs que John Law a également une autre innovation presque trop importante, ou en tout cas trop en avance sur son temps, c'est celle du papier-monnaie. Pour la première fois dans l'histoire du monde, on échangera non plus des métaux précieux, mais des billets de banque émis directement par la banque centrale, dont on présente d'ailleurs dans l'exposition certains exemplaires originaux de la période. À cette époque, il est même officiellement interdit de détenir trop de métaux précieux et ainsi obligatoire de convertir ces métaux précieux, ces réserves donc d'or et d'argent, dans ces billets de banque. En outre, la plupart des créanciers sont en théorie obligés de se faire payer avec cette nouvelle monnaie de papier. J'ai d'ailleurs derrière moi sur ce mur plusieurs gravures et un dessin qui évoquent ce que l'on appelait alors l'agiotage et donc cet échange de monnaie, de papier, d'actions qui avait lieu notamment dans la rue Quincampoix, une rue qui existe encore aujourd'hui à Paris. C'est là qu'à partir de 1720 eurent lieu de nombreuses émeutes, qu'on alla même jusqu'à tuer certains détenteurs de ces actions pour récupérer leur fortune, et que la banqueroute a fini par éclater, puisque comme durant de nombreuses autres crises financières qui eurent lieu plus récemment dans l'histoire, lorsque la plupart des détenteurs d'actions voulurent aller se faire rembourser en même temps, la banque ne parvint pas à tous les contenter. Cette exposition est ainsi l'occasion, par l'intermédiaire du système de Law, de présenter les seuls témoins textiles précisément datables de la période de la Régence. À la fois ce que l'on a retrouvé dans les nombreux documents collectés par le comte de Maurepas jusqu'à la fin du XVIIIe siècle à la Bibliothèque nationale de France, qui nous présente sur une page d'une fraîcheur inédite les soi-disant galons du système, des galons d'argent, avec une légende écrite par le secrétaire de Maurepas, avec un sens bien entendu ironique en dessous, disant que durant les premiers mois de 1720, tout le monde était riche à Paris. Un autre élément encore plus inédit est présenté dans l'exposition, qui nous vient d'une collection particulière. C'est une poche découpée dans un gilet en soie brodée qui nous représente un Indien des Amériques tel qu'il était alors présent dans l'imaginaire collectif occidental. Il est figuré doté d'un arc et de flèches au milieu d'une nature luxuriante, évoquant ainsi les nombreuses richesses naturelles prétendument à l'origine de la richesse future des investisseurs de la Compagnie du Mississippi à Paris. Ce tableau, qui appartient aux collections du musée Carnavalet et qui a été restauré pour l'exposition, est assez significatif de la période de la Régence pour deux raisons, qui sont peut-être anecdotiques, mais qui sont révélatrices. D'une part, il a été réalisé par Jean-Baptiste Oudry, qui avant de devenir donc le célèbre peintre, notamment des chiens de chasse de Louis XV, a connu différentes expérimentations au début de sa carrière, notamment ici comme védutiste croquant sur le vif l'un des événements de la vie parisienne de la Régence, en l'occurrence l'incendie du Petit Pont en 1718. Et d'une autre, ce tableau est donc significatif puisqu'il représente ce moment qui est important pour l'évolution de l'urbanisme à Paris. Du fait donc de cet accident assez grave qui occasionne de nombreux morts et qui détruit la quasi-totalité des maisons du pont, y compris d'ailleurs de certaines qui se situaient sur l'île de la Cité, comme on peut le constater donc dans le tableau d'Audry, on a décidé non seulement de détruire certaines des maisons présentes sur d'autres ponts, voire en tout cas de ne plus jamais en reconstruire, ce que montreront plus tard d'autres tableaux réalisés dans la même veine par Hubert Robert.
Sous la Régence, non seulement on ferme pour ainsi dire les portes de Versailles, puisque donc la cour et le gouvernement reviennent à Paris, cela fait plus de 10 000 personnes qui doivent rapidement s'installer ou du moins se réinstaller dans une ville où il y a donc une croissance de la construction d'architecture privée, de la modification d'hôtels particuliers. Et ainsi, la plupart des artistes et des artisans qui ont de toute manière moins de commandes ou voire aucune commande officielle s'expriment en particulier à l'intérieur des demeures. Ce sera notamment le cas sur la place Vendôme, dont les façades avaient déjà été édifiées par Jules Hardouin-Mansart quelques années auparavant, mais dont l'intérieur des demeures se construit à ce moment-là et se décore avec notamment des boiseries où l'inventivité d'artistes, sculpteurs ou peintres s'exprime parfois de concert, notamment dans celles que l'on présente ici, qui sont issues du collection du Musée des Arts Décoratifs de Paris et qui proviennent de l'hôtel Pérangue de Maurras, où elles ont donc été réalisées entre 1723 et 1724, avec notamment le travail du peintre Nicolas Lancret. Le style Régence, c'est bien sûr un style de transition qui, de la même manière que la Régence est une courte période de transition politique, se situe à la charnière entre les styles dits Louis XIV et Louis XV. Au demeurant, alors que Louis XIV a eu un très long règne et que le règne de Louis XV va également durer plusieurs décennies, la Régence est une période très brève. Il est ainsi utopique de croire que durant cette année, entre 1715 et 1723, on peut considérer qu'il y a une évolution stylistique. Elle commence bien plus tôt, dès le tournant du XVIIIe siècle vers 1700, notamment dans les nouveautés présentes au château de Marly, et elle ne se termine que dans les années 1730 ou 1740, notamment si on voulait vraiment la symboliser avec le décès en 1742 de Gilles-Marie Hoppenor, l'architecte du Régent, qui toute sa vie durant a conservé, perpétuer un même style qui serait sans doute l'une des incarnations de la Régence à travers ces nombreux dessins que l'on présente ici, notamment sur ce mur, préparatoire pour plusieurs objets que l'on a également essayé de rassembler dans l'exposition. Le style Régence se caractérise ainsi par un moment où, à la solennité du style Louis XIV, fait de formes inspirées de l'Antiquité classique, vont se rajouter les premières manifestations de ce qui va rétrospectivement être appelé rocaille ou de manière européenne rococo, à savoir une invasion de motifs irréguliers issus de la nature, des grottes ou des coquillages et donc du répertoire marin par exemple, dans le vaste domaine des arts décoratifs, qu'il s'agisse d'orfèvrerie, avec ici notamment une verseuse qui a appartenu à la duchesse de Modène et dont le couvercle reprend la forme d'une valve de coquillage naturel, avec donc ces aspérités, ces vaguelettes caractéristiques de ce nouveau style Régence, ou encore avec une très belle console qui provient de l'hôtel Guyot de Cheniseau sur l'île Saint-Louis. Cette console, qui date des années 1720, est emblématique des nouveautés du style Régence. On remarque en effet que la structure du meuble tend petit à petit à disparaître derrière une ornementation de plus en plus profuse. On a notamment ces figures de chimères qui s'entortillent autour des quatre pieds de la console. Toutefois, cet ornement demeure rigoureusement symétrique, contrairement au style rocaille ou rococo qui va fleurir à partir du règne de Louis XV et où les ornements seront de plus en plus asymétriques. Cette pendule est l'un des chefs-d'œuvre de l'exposition et elle nous est prêtée par le Musée des Arts et Métiers. Elle est datée précisément de 1712, donc assez tôt dans le XVIIIe siècle, quelques années même avant le début officiel de la Régence politique. Elle incarne toutefois les tensions propres à l'éclosion du style Régence. On peut notamment remarquer ces motifs de chute sur la gaine qui s'inspirent directement de l'irrégularité des coquillages marins et donc de cette forme qui dans le détail est asymétrique et qui ensuite donnera donc naissance au style rocaille.
Ces chutes ont été dessinées par Gilles-Marie Opnord, architecte du Régent et donc important ornemaniste de la période. C'est aussi celui qui, après avoir passé presque une décennie à la fin du XVIIe siècle en Italie, à ses propres frais, revient en France avec de nombreux carnets de dessins inspirés notamment de l'architecte italien Borromini et va donc infuser la création des arts décoratifs français des premières décennies du XVIIIe siècle par le biais de cette influence du baroque tardif italien, en tout cas du baroque italien dans ses formes les plus mouvantes et les plus innovantes pour la période. On le remarque notamment à la fois dans le dessin préparatoire qui fut jadis dans les collections du musée de l'Albertina à Vienne, qui est pour la première fois présenté à Paris, en dialogue direct avec donc l'objet conservé au musée des Arts et Métiers. Derrière les différents meubles présentés dans cette section, notamment cette commode réalisée par Charles Crescent, ébéniste du Régent, qui présente aux angles ces bustes d'Espagnolettes, autre leitmotiv du style Régence, se trouve l'un des clous de l'exposition, présenté pour la première fois au public depuis leur apparition rapide dans une vente aux enchères à New York il y a quelques décennies, qui sont 3 tapisseries, dont la 4e se trouve dans la section suivante, formant une tenture complète tissée à la manufacture des Gobelins en 1718. Ces tapisseries représentent le cycle de Daphnis et Chloé, un roman écrit au IIe siècle après Jésus-Christ par Longus, qui avait été traduit en France à la fin du XVIe siècle et que Philippe d'Orléans fait rééditer avec des gravures d'après ses propres tableaux. C'est toujours d'après ses propres tableaux qui avaient été réalisés pour le château de Bagnolet où vivait sa femme que ces tapisseries sont réalisées. C'est donc le duc d'Orléans, régent, qui fait réaliser une tenture complète de tapisserie, aux dimensions d'ailleurs plutôt modestes pour un palais royal, ce qui pourrait même faire penser qu'il les conservait au plus près de son intimité, dans ses célèbres petits appartements, où il se retrouvait chaque soir avec une société d'amis choisis. Un autre élément peut-être inattendu, notamment dans cette vitrine qui évoque les premières porcelaines de Paris et les porcelaines de Chine dites de Compagnie des Indes qui sont importées en Europe et notamment à Paris durant le début du XVIIIe siècle, cet objet d'apparence rustique qu'il aurait été presque impossible d'identifier s'il n'avait été estampé de ces nombreuses fleurs de lys, qui est en réalité le four d'alchimiste de Philippe d'Orléans. Il appartient aux collections du Musée national de céramique à Sèvres et il servait à Philippe d'Orléans dans un laboratoire qu'il avait fait aménager au Palais Royal à Paris, où il travaillait avec un savant né aux Indes qui s'appelait Guillaume Homberg, que l'on a pu d'ailleurs qualifier d'alchimiste, l'alchimie se confondant à l'époque avec la chimie, aux grandes dames notamment de Saint-Simon qui a beaucoup critiqué Philippe d'Orléans s'adonnant à ce genre de pratique. Avec ce four, on dit justement que Philippe d'Orléans avait tenté de fabriquer des pierres précieuses factices. Alors nous sommes maintenant dans la 3e partie de l'exposition, au début de cette 3e partie dédiée donc au monde des lettres, des arts et des idées. Philippe d'Orléans est un homme libre qui veut rompre de manière évidente avec la cour de Louis XIV telle qu'elle s'était éternisée en quelque sorte dans les dernières années, raide, confite de religion, peu drôle. Le retour à Paris, la personnalité de Philippe d'Orléans lui-même, qui est un homme très créatif et très prime-sautier d'une certaine manière, suscite une effervescence tout à fait inédite. Il aide à ce renouveau, à ce dynamisme, par son action propre. C'est quelqu'un qui aime les spectacles, qui aime l'opéra, qui aime le théâtre, qui aime s'entourer de personnalités nouvelles, qui aime les idées nouvelles. Et aussi bien à travers son goût pour la fête, qu'on a beaucoup brocardé, Philippe d'Orléans est quelqu'un qui est réputé aimer bien manger, bien boire, bien s'amuser, mais à travers au-delà de ce goût pour la fête, simplement pour le libertinage, pourrait-on dire, c'est aussi le goût pour la liberté, une certaine liberté d'action, liberté de penser aussi. Et c'est ainsi que, dans cette période, naît un nouveau théâtre.
Louis XIV avait exclu de Paris le théâtre italien en 1697, qui s'était montré tout à fait inconvenant à l'égard de Madame de Maintenon. Le régent, dès l'année suivant sa prise de pouvoir, au printemps 1716, fait revenir le théâtre italien, c'est-à-dire un théâtre de foire qui est volonté satirique, très critique à l'égard des mœurs, à l'égard du pouvoir en place. Philippe d'Orléans est quelqu'un qui accepte la critique frontalement. Cette même année, il crée aussi le bal de l'opéra, qui est une nouvelle manière, en quelque sorte, de favoriser la liberté. Ce bal de l'opéra, c'est le moyen pour tous, moyennant un écu, il faut payer, et moyennant aussi le fait d'être masqué, puisque c'est un bal masqué, chacun peut se retrouver. Et on peut retrouver, y compris le régent lui-même et ses proches, sortis pour s'amuser. Et cette liberté nouvelle, suscitée par la personnalité même du régent, va aussi créer une nouvelle manière de penser. C'est ce qu'on appelle l'aube des Lumières. En 1721, un jeune parlementaire venu de Bordeaux, qui a fait ses études à Paris, fait paraître un brûlot à titre anonyme, que tout le monde s'arrache. Il a été édité à Amsterdam, il était interdit, mais que tout le monde s'arrache, et tout le monde sait bien qui en est l'auteur. C'est Montesquieu avec les lettres persanes. Dans cet ouvrage, il moque de manière tout à fait nouvelle la cour, le pouvoir. Louis XIV en prend pour son grade, le régent un peu aussi. Et puis il moque les mœurs, la frivolité en quelque sorte des Parisiens de cette époque. Et puis cette nouvelle manière de penser, c'est une manière aussi de s'installer en quelque sorte dans un nouveau développement de l'histoire de la pensée, de l'histoire philosophique. C'est l'apparition de Voltaire. Voltaire, tout jeune polémiste, il veut être d'abord tragédien avant d'être philosophe, il veut être poète. Il ne sera jamais ni très bon poète, ni très bon tragédien. Mais en 1717, il apparaît sur la scène publique après avoir écrit quelques vers satiriques et très insolents à l'égard du régent, qu'il accuse ouvertement d'inceste, qu'il accuse aussi de régicide, puisqu'il soupçonne qu'il a essayé d'assassiner le petit Louis XV. Voltaire est mis à la Bastille. Dans l'exposition, vous verrez un portrait de Voltaire. Vous verrez aussi la lettre de cachet signée par le petit Louis XV, qui ressemble presque à une invitation mondaine. Louis XV demande au gouverneur de la Bastille de bien vouloir accueillir dans son château de la Bastille les dénommés Arouet. Voltaire ne s'appelle pas encore Voltaire, il s'appellera Voltaire en sortant de la Bastille. Il restera 11 mois à la Bastille, pendant lesquels, disent les spécialistes, il achève sa tragédie, Oedipe, qu'il fait jouer presque aussitôt en sortant de la Bastille. Au mois de mars 1718, il sort. En novembre 1718, il joue à la Comédie Française et devant le régent, Oedipe. C'est un triomphe pour lui. Il se réconcilie avec le régent, ou plutôt c'est le régent qui se réconcilie avec lui, qui lui pardonne. Et Voltaire gardera, au-delà de cet épisode un peu rocambolesque, gardera un excellent souvenir de la Régence. 30 ans après, dans un long poème qui s'appelle La Pucelle d'Orléans, il évoquera avec nostalgie le joli temps de la Régence. Cette nouvelle manière de penser, incarnée par Voltaire, donc, qui fait irruption et dont on voit derrière moi le portrait jeune, alors c'est un peu postérieur à la Régence, mais il n'a malgré tout que pas tout à fait 30 ans, portrait daté de 1727 par Nicolas de Largillière. Ce jeune Voltaire fait partie de ces personnalités littéraires qui cherchent à émerger dans ce Paris qui renoue en quelque sorte avec une activité financière, politique, littéraire, théâtrale. Enfin, tout se passe dans tous les quartiers de Paris et surtout dans le centre. C'est le renouveau des salons. Les salons littéraires qui existaient depuis le XVIIe siècle, mais que l'exil, en quelque sorte, à Versailles avait un peu éclipsé. À partir de la Régence, c'est à nouveau cette effervescence intellectuelle, spirituelle aussi, qui se produit dans les salons de certaines personnalités en vue de Paris. Madame de Lambert, par exemple, la comtesse de Verrue ou la duchesse du Maine, qui, de retour de son château de Sceaux, anime aussi des sociétés particulières à Paris. Voltaire cherche sa place en quelque sorte dans ce milieu où la concurrence est rude, entre les modernes et les anciens notamment. Les modernes incarnés par Fontenelle ou Dard de la Motte, des personnalités qui cherchent à démontrer que ce XVIIIe siècle naissant a vocation à rivaliser ou peut-être même à dépasser avec le XVIIe siècle, qui est resté dans les mémoires un peu comme le cercle de la perfection classique. L'enjeu des modernes, c'est de faire aussi bien que Molière, que La Fontaine.
Et Voltaire s'inscrit dans cette perspective. Et à la même époque, il y a aussi d'autres personnalités dans d'autres salons à Paris qui évoquent des sujets politiques. C'est le cas de Madame de Tencin. Madame de Tencin, dont le rôle est surtout associé au début du règne de Louis XV. Mais à cette époque, elle commence à apparaître comme aventurière, plutôt comme financière. Elle participe à la spéculation du système de l'As dans les années de la Régence. Elle est aussi connue pour être la maîtresse en titre, dit Saint-Simon, de l'abbé Dubois, futur cardinal Dubois en 1721. Et Madame de Tencin, dont on voit ici un portrait un peu imaginaire en quelque sorte par Jacques Autrot, Madame de Tencin, d'après ce qu'on dit la légende, servant le chocolat à Lamotte, Oudard de Lamotte, Fontenelle et Saurin. Ça montre un peu cette diversité en quelque sorte de comportement de toutes ces personnalités, oscillant entre ce qui sera le monde de la philosophie, le monde des idées, le monde des arts, le monde de la politique et le monde de la finance. À l'époque de la Régence, en quelque sorte, tout se mélange pour le bonheur de cette effervescence retrouvée. Donc dans cette courte section nécessaire, qui nous évoque donc cette légende noire du régent comme libertin débauché, nous présentons différentes pièces d'époque, notamment ce dessin de Bernard Picard qui nous représente les bacchanales et débauches de la cour au château de la Muette, ou encore l'une des reliques des collections de la Bibliothèque nationale de France, le manuscrit original des Mémoires de Saint-Simon. Nous avons décidé de l'ouvrir à une page significative où sont évoqués les fameux petits soupers que le régent tenait quotidiennement au Palais Royal. Rappelons tout de même que Saint-Simon n'y a jamais été convié. Ce qu'il décrit ne peut donc découler que de propos qui lui ont été rapportés et donc de souvenirs qui ne sont chez lui qu'indirects. On peut lire notamment sur la page de gauche en bas dans la marge « Le régent, impénétrable sur les affaires dans la débauche, même dans l'ivresse ». Dans cette vitrine et sur cette simèse, nous présentons plusieurs redécouvertes effectuées pour l'exposition autour du régent peintre et de ses différents professeurs de miniature qui étaient Charles Bois et Jacques-Antoine Arlot, tous deux des protestants et en outre des étrangers, ce qui posait problème notamment à l'Académie qui rechignait à recruter donc des artistes étrangers. Nous présentons notamment un objet assez surprenant, unique dans l'histoire des morceaux de réception de l'Académie, puisqu'il fusionne deux morceaux de réception en un, à la fois au centre cette miniature réalisée par Charles Bois, donc ce miniaturiste suédois qui était protégé de Philippe d'Orléans, logé au Palais Royal, et pour l'enchâsser, ce cadre réalisé par le médailleur Jean Leblanc, l'année suivante, avec deux morceaux de réception qui se suivent en 1716 et en 1717. Nous avons également retrouvé ce dessin préparatoire pour le cadre, toujours signé de Gilles-Marie Hoppenor, l'architecte du régent. Dans la vitrine, nous présentons une œuvre unique, le seul témoignage pour le moment identifié de Philippe d'Orléans peintre, signé et daté par lui-même de 1713, dédicacé à son professeur Jacques-Antoine Arlot, miniaturiste genevois, également protégé comme Charles Bois et logé au Palais Royal. C'est dans l'ensemble d'œuvres léguées par Jacques-Antoine Arlot au Musée d'art et d'histoire de Genève que nous avons retrouvé cette œuvre, un pastel, une tête d'expression qui nous montre que Philippe d'Orléans était un très bon peintre amateur. Sur ce mur, nous avons rassemblé 3 œuvres réalisées par les 3 plus importants artistes italiens, en l'occurrence vénitiens, présents à Paris durant la période de la Régence. On sait que donc le régent avait fait revenir les comédiens italiens, qu'il était déjà un amateur de musique italienne depuis au moins la fin du XVIIe siècle, et que notamment, comme son ami le mécène Pierre Crozat, il encourageait les peintres italiens et notamment les peintres plus précisément vénitiens
avec avant tout Rosalba Carriera, cette célèbre pastelliste qui fait le tour des cours européennes et qui reste à Paris plusieurs mois entre 1720 et 1721, où elle tient d'ailleurs un journal qui nous donne des éléments précis sur ses occupations quotidiennes, les personnes dont elle dresse le portrait ou celles qu'elle fréquente, notamment John Law et sa femme, avec lesquelles elle va souvent à l'opéra. Un membre de la famille de Rosalba Carriera est le peintre Pellegrini, qui a réalisé le plafond de la Banque de l'Eau, dont on ne conserve aujourd'hui que quelques rares esquisses peintes, notamment celle que le musée du Petit Palais nous prête et qui est ici présente. Rosalba, quant à elle, fait partie de celles qui a encouragé le renouveau du pastel à Paris au XVIIIe siècle. Et l'on présente un tableau que nous prête le musée des Beaux-Arts de Dijon, cette allégorie du printemps datée donc de 1721. Enfin, autre célèbre peintre vénitien, Sebastiano Ricci, qui séjourne à Paris chez Pierre Crozat et qui copie d'ailleurs les dessins de Watteau, envoie en 1718 depuis Venise son morceau de réception à Paris. Il représente la France sous les traits de Minerve qui terrasse l'ignorance et qui protège les arts. Alors pour l'histoire de l'art, la Régence, c'est Watteau. Watteau, c'est le peintre de la Régence. Un peu par malheur, j'allais dire, puisque le pauvre, étant mort assez jeune, en 1721, est identifié avec cette période de la Régence. Aurait-il vécu plus longtemps, peut-être qu'on l'aurait identifié avec le règne de Louis XV. Il est de fait que Watteau apparaît sur la scène parisienne en 1717, donc dans tout début de la Régence. 1717, c'est le moment où ce jeune peintre, que personne ne connaît encore, est reçu à l'Académie avec le tableau, un de ses tableaux les plus célèbres, le pèlerinage à l'île de Cythère. Au-delà de cette révélation devant le public des amateurs d'art, il y a aussi, on le sait, l'invention d'un nouveau genre, le genre des fêtes galantes. D'ailleurs, dans la revue de l'Académie, il est reçu dans ce genre-là, créé spécialement pour lui et par lui, j'allais dire, celui des fêtes galantes. Ce genre des fêtes galantes, un peu difficile à définir, à préciser, c'est, comme je le dis parfois, c'est Marivaux mis en peinture. C'est exactement le même monde, c'est le monde des pastorales, le monde des intrigues amoureuses un peu ambiguës, un peu obscures. On ne sait jamais véritablement si les protagonistes ont révélé l'un à l'autre leur passion, si c'est un amour finissant, un amour débutant. Vous connaissez la polémique autour du pèlerinage à l'île de Cythère. S'agit-il d'un départ pour Cythère ou d'un retour de Cythère? Tout Watteau est dans cette délicatesse poétique. On est loin de l'art un peu guindé de la fin du règne de Louis XIV, et Watteau invente réellement ce qui sera le style de l'art galant du XVIIIe siècle, inspirateur de Boucher et de Fragonard en particulier. Dans l'exposition, nous présentons ce très beau tableau qui vient du musée d'Angers, qui s'appelle La Déclaration attendue, qui est une sorte de résumé de toutes ces qualités de l'artiste dans le monde de pastoral, paysage. On a un couple au premier plan, enfin un couple, qui pourrait devenir un couple s'ils se déclaraient l'un à l'autre. Un jardinier un peu timide qui est en train de tresser un bouquet de fleurs, et à côté de lui, donc une jeune femme qui le regarde avec insistance et qui attend, on l'imagine, qu'il se confie à elle. Et puis derrière, la présence de ce musicien, ce flûtiste. Le monde des fêtes galantes de Watteau est un monde un peu imaginaire qui mélange les musiciens, le monde du théâtre et le monde de la fable. Watteau aura son heure de gloire brève à la fin de 1720, lorsque le marchand d'art Gersaint lui demandera pour sa boutique du pont Notre-Dame. Le pont était alors loti d'immeubles et des boutiques, notamment des boutiques de marchands de luxe ici étaient installées. Et Gersaint, donc, qui est un marchand de tableaux et marchand d'objets d'art, commande à Watteau, à la fin de l'année 1720, une enseigne, un grand tableau qui fait 3,40 m de large, qui fait la largeur de la boutique. La boutique était petite, elle faisait 3,40 m en façade et à peine 5 m en profondeur. Et ce tableau représente
de manière idéale l'intérieur de la boutique de Gersaint. Ce tableau très connu, qu'on appelle l'enseigne de Gersaint d'ailleurs, n'a été exposé que 15 jours sur le pont Notre-Dame. Heureusement, sinon il aurait été ruiné par les intempéries. Et il a disparu assez vite dans des collections privées avant d'être acheté par le roi de Prusse, Frédéric II, une vingtaine d'années plus tard. Un détail doit nous frapper dans l'enseigne de Gersaint, c'est la mise en caisse du portrait de Louis XIV. Si vous venez à l'exposition, vous ne verrez pas le tableau qui est au palais de Charlottenburg à Berlin et qui ne sort plus depuis 50 ans. Vous verrez un dispositif numérique qui permet de l'évoquer. Et dans ce dispositif, on voit le tableau in situ devant la boutique de Gersaint, mais on voit aussi ce détail assez croustillant du portrait de Louis XIV par Rigaud qui est mis en caisse. C'est tout le symbole de la Régence ici. La Régence, et Watteau suit cet esprit-là. C'est la fin de la page de Louis XIV qui est tournée. En juin 1722, Louis XV, dit-on, a-t-on écrit, c'est ce que disent les témoins de l'époque, décide de son propre chef de retourner à Versailles. On dit retourner, mais il n'y avait vécu que 5 ans dans sa toute petite enfance. Malgré tout, on dit que c'est le désir du roi. Pourquoi Louis XV rentre-t-il à Versailles à ce moment-là? Cette question ne cesse d'interroger, d'inquiéter, j'allais dire presque les historiens. La version officielle, c'est que c'est un caprice du jeune roi. Roi qui aura l'habitude d'être assez capricieux, effectivement, pendant son règne. Il y a une version politique aussi à cette théorie. Louis XV, pendant ses 7 ans, s'est fait connaître du peuple parisien, s'est fait aimer du peuple parisien. Lui-même a découvert Paris, comme on le dit souvent. À ce moment-là, Louis XV est un petit Parisien, un vrai petit Parisien. Et si on décide qu'il rentre à Versailles, alors quand on dit « on », c'est à la fois lui, mais c'est aussi son oncle, Philippe d'Orléans, le régent, c'est aussi parce qu'à Versailles seul pourra s'exercer à nouveau le théâtre, j'allais dire, de la monarchie absolue telle que Louis XIV l'avait voulu. La cour, qui avait été complètement dispersée à Paris pendant la période de la Régence, brûle de se reconstituer. Et cette cour peut être dangereuse. Et seul à Versailles, en quelque sorte, le pouvoir, c'est-à-dire le roi, est capable de la maintenir à la porte de ses appartements ou à ses pieds, dirait-on. Et donc ce retour à Versailles est vraiment un retour très politique. Pour autant, Paris ne sera pas abandonné. Paris, comme le dit un historien qui a travaillé avec nous pour l'exposition, Laurent Lemarchand, à la veille de la Régence, il y avait une capitale, c'était Versailles. Pendant la Régence, il y a 2 capitales, c'est Versailles et Paris. Et après les Régences, il y aura à nouveau 2 capitales, Versailles redevenant capitale politique et Paris conservant ce statut de capitale culturelle qui lui a à nouveau été donné pendant cette période-là. Après le retour de Louis XV à Versailles en juin 1722, se met en place la mécanique de la mise en scène de l'accession au pouvoir du jeune roi. Le retour à Versailles, c'est une première étape. 6 mois plus tard, a lieu son sacre à Reims, en octobre 1722. Il n'est pas encore majeur à ce moment-là, mais on peut imaginer que c'est le régent, compositeur d'opéra et amateur de théâtre, qui a mis en scène en quelque sorte et autorisé, enfin fait en sorte que soit scandé de cette manière-là les derniers mois de la Régence. Tous les 4 ou 5 mois, un événement symbolique de première importance devait avoir lieu. En octobre 1722, c'est le sacre, c'est-à-dire la reconnaissance de Louis XV devant Dieu et devant l'Église, sa consécration au sens propre du terme. Et presque 6 mois plus tard, c'est la consécration du jeune roi, mais devant le pouvoir administratif et civil que représente le Parlement de Paris. En février 1723, Louis XV tient un nouveau lit de justice, identique à celui qu'on a vu au début de l'exposition, dans le palais de justice de Paris, dans le palais du roi et dans la grande salle des audiences du Parlement de Paris, pour confirmer sa majorité. Il va avoir 13 ans. La majorité royale s'obtient à cet âge-là. Et ce lit de justice, c'est véritablement le dernier acte, en quelque sorte, de la Régence. Officiellement, au terme de ce lit de justice, le roi est majeur, donc la Régence disparaît. Le régent Philippe d'Orléans ne tient plus ce titre, régent. Pour autant, il restera dans l'ombre du pouvoir. Mais l'homme qui a toujours été d'une grande loyauté à l'égard de Louis XV
se fera discret. Et lorsqu'il disparaîtra lui-même, lorsqu'il mourra au mois de décembre 1723, on peut dire que c'est un homme qui meurt à ce moment-là avec la satisfaction du service accompli. Il a conduit Louis XV à sa majorité, il l'a conduit au trône jusqu'au sacre à Reims, et il peut à présent disparaître. Donc cette séquence de la Régence qui dure véritablement 7 ans, en regard des règnes des rois à l'époque, c'est extrêmement court, et pour autant on a vraiment l'impression que c'est le moment presque miraculeux où tout le XVIIIe siècle s'est inventé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci beaucoup à Scribe Accroupi d'avoir accepté de la réaliser. Nous terminons la visite devant 2 chefs-d'œuvre, ce thermomètre et ce baromètre formant pair qui ont été commandés par le comte de Toulouse en 1718, donc durant la Régence, pour une galerie qu'il se trouvait donc dans son hôtel particulier qui s'appelle l'Hôtel de la Vrière et qui appartient aujourd'hui à la Banque de France, dont c'est le siège à Paris. Ces objets, donc d'habitude uniquement visibles durant les journées du patrimoine, sont ici présentés au musée Carnavalet et en parallèle, la Banque de France permet à certains des visiteurs de l'exposition de pouvoir, par le biais d'une réservation sur notre site, visiter cette galerie dorée de l'Hôtel de Toulouse un samedi par mois durant la durée de l'exposition que vous êtes invités à découvrir jusqu'au 25 février 2024.